Salut mes petits effroyables, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo un peu particulière vis-à-vis de d'habitude. Je vous en avais parlé pour ceux qui étaient sur le live, mais j'avais envie de vous faire une petite FAQ et est venue grâce à vous l'idée de le faire en même temps que de décorer ma bibliothèque. C'est un contenu que je n'ai pas l'habitude de faire, qui risque d'être assez chaotique pour une première, donc n'hésitez pas à me donner vos conseils pour les prochaines vidéos un peu chill décoration comme ça. Je suis pas sûre d'en faire souvent, mais ça reste quelque chose d'assez agréable. On va donc commencer tout de suite. Je vais passer en plan plus large pour vous montrer du coup la déco sur la bibliothèque, et je commencerai à répondre aux questions après avoir présenté un petit peu les décos que j'ai. Ça y est, on est sur un plan plus large avec la cocotte qui fait des bêtises dans la bibliothèque. Je vais vous parler un petit peu de mes décos. Je tiens également à préciser qu'ici, ce sont mes bibliothèques d'horreur, que en dessous, vous commencez à avoir un fauteuil bibliothèque, il y en a deux qui sont dédiés à mes piles à lire. Et il y a une bibliothèque manga que je ne décorerai pas pour Halloween. Regardez Coraline avec la pop Coraline, c'est trop rigolo. Ça va être un peu la bataille parce que Miss Tinguette adore jouer avec ceci. C'est des petites choses que mon copain m'a offert qui brillent dans le noir et qui sont des sortes d'esprits qu'il y a dans Princesse Mononoke. Donc ça va être un peu la bataille pour ça. Donc au niveau des décos, j'ai un petit panier avec plein de choses dedans. On a cette citrouille, je ne sais pas si je vais la caser en bibliothèque parce que ça va peut-être faire beaucoup. La fameuse que mes chats ont cassée et que j'ai dû recoller. Ça se voit pas trop, mais là quand même on voit que ça a été pété. Petite lampe crâne sympathique. Celle-ci, je sais pas si elle va vraiment rester dans la bibliothèque, mais je l'aime beaucoup. Je suis également une grande fan des petites fioles comme ça. Je les apprécie beaucoup. Je sais pas si je vais toutes les mettre dans la bibliothèque, mais voilà. Petite rose. Ceux-là, l'année dernière, je les avais mis sur mes écrans de télé. Je les avais fixés avec de la pâte à fixe au-dessus des télés. C'était trop rigolo, mais cette année, je pense qu'ils vont partir dans la bibliothèque. Dites bonjour à Gérard. Il faut quand même que je garde des décos pour le reste de la maison, notons-le. Ça qui ira évidemment à l'entrée de chez moi, avec une araignée qui reste l'année dernière. Et ça qui va également partir dans la salle, mais que je trouve trop stylé. Alors le mien, il est cassé, ce qui est très dommage. Mais on a ce petit truc qui bouge normalement quand on l'allume. C'est bon, c'est cassé parce que les chats ont fait des bêtises. J'ai évidemment des toiles d'araignée, des araignées, mais pareil avec les chats, même s'ils sont pas en libre accès dans la chambre tout le temps, il suffit que je dorme avec et je pense qu'on est fichu. Donc ça va être grosse hésitation. Pour finir, ça c'est certain, je veux trop les mettre. Je pense que je vais utiliser un ruban de warning pour la bibliothèque et peut-être l'autre pour mettre ailleurs dans la maison, ça va être sympa. Pareil, je commence avec la première question. On a donc Ténébris Somnia qui me demande avec quel livre j'ai commencé l'horreur. C'est avec La photo qui tue, c'est le premier livre d'horreur que j'ai lu à proprement parler. Ça a été vraiment effrayant pour moi, un énorme choc. Et franchement, je l'adore. Donc c'est un recueil de nouvelles, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Il regroupe plusieurs nouvelles, dont La photo qui tue, qui est la première qui m'a terrifiée. Sur un appareil photo, une fois qu'on prend une photo d'un être vivant, et bien cet être vivant va nécessairement mourir suite à la photo. Ce qui est absolument effrayant parce qu'on ne peut pas réfréner cet effet-là. On a également une baignoire hantée par un tueur en série qui tuait ses victimes dedans et qui a fini par se suicider dedans, ce genre de choses. C'est un recueil de nouvelles qui est limité au moins de 11 ans et qui est vraiment effrayant. Franchement, vraiment très très effrayant. Vous êtes plusieurs aussi à l'avoir beaucoup aimé. C'est le recueil qui m'a lancé dans l'horreur. Je vais mettre ça absolument en fait. Il faut juste que je trouve où. Ce qui va être un petit peu compliqué. Je ne vais pas vous mentir, je pense que je vais devoir faire des concessions. Ma citrouille ne bougera pas, je l'aime beaucoup trop. Mais je veux pas non plus que ce soit relégué dans un coin. Ça c'est un peu compliqué. Je vais le mettre ici, au-dessus du coin with Stephen King. Je pense que c'est sympa ça. Ça me plaît bien. J'aime bien. Pour les fioles, j'ai deux fioles noires. Je pense que je vais en mettre qu'une seule des deux dans la bibliothèque. Et je mettrai la rouge avec, je sais pas, les crânes ou l'arsenic. Sarah me demande si je me sentirais capable ou que j'ai envie d'écrire. C'est une question extrêmement compliquée étant donné
que je ne me sens pas capable d'écrire. J'aime bien écrire, j'écris d'ailleurs pour moi-même, mais vu toutes les œuvres incroyables que je lis et tous les auteurs exceptionnels que je lis, eh bien je me compare énormément et j'ai l'impression que je ne serai jamais à la hauteur. Et je sais, beaucoup m'ont dit que si je faisais ça tout le temps, je ne pourrais jamais écrire. Si tout le monde faisait ça, il n'y aurait pas d'auteur. Eh bien je le sais, mais c'est vraiment très compliqué. Donc oui, j'écris des nouvelles horrifiques en fait, principalement. J'aime bien ça, mais oui, pour l'instant, publier n'est pas dans mes projets parce que je pense que j'ai envie de laisser la place à des gens qui savent ce qu'ils veulent et qui savent où ils vont aller grâce à l'écriture. Je pars donc avec mes deux petites fioles. Au niveau des fioles, je les ai positionnées sur le côté et j'ai mis des toiles d'araignée, mais j'ai envie de rajouter une petite araignée. On va la poser là comme si elle sortait de la fiole. Je vous ferai des plans rapprochés à la fin de la vidéo. Par contre, elle me dit, aimerais-tu écrire un jour, écrire dans le sens publier peut-être. J'aimerais beaucoup un jour en fait faire un recueil de nouvelles parce que je ne me sens pas capable d'écrire une histoire complète sur un livre. Par contre, un recueil de nouvelles, ça me plairait beaucoup. À la veine un peu enfance de Frédéric Livin, c'est un recueil de nouvelles sur différentes peurs. Mais voilà, sachez que c'est pas près d'arriver, c'est encore trop effrayant pour moi. Ma petite squelette. On va en mettre un dans le coin, juste ici. Vous le voyez très peu, mais il est présent, ils vont vous observer pendant les vidéos. Et j'ai envie d'en asseoir un là. On a ensuite Skip sur Instagram qui me demande comment j'organise mes lectures. Est-ce que je lis plusieurs livres en même temps ou un seul? Alors c'est très strict chez moi ce genre de choses, je lis toujours systématiquement 3 livres en même temps. C'est un rythme que j'ai pris au lycée après avoir débuté la création de contenu. Je me suis rendu compte que j'avais du mal à tenir la cadence et comme la création de contenu littéraire est quelque chose que je veux continuer et professionnaliser, eh bien il me fallait forcément trouver un bon rythme pour ça. Donc 3 livres, c'est venu tout simplement avec les cours, c'est-à-dire que j'avais un livre lecture personnelle que moi je choisis dans ma pile à lire. J'avais souvent un livre de cours à chaque fois en parallèle et j'avais toujours un SP ou une bêta lecture en parallèle. Ce qui faisait que j'avais l'aspect personnel qui était présent, j'avais l'aspect cours que je n'arrêtais pas non plus et l'aspect bêta lecture service presse auprès des auteurs qui continuait de rouler également. Ces 3 aspects là que je ne voulais pas abandonner et que il fallait un petit peu se faire côtoyer faisait que tous les soirs je lisais ma partie de chacun des livres, donc j'avais toujours 3 livres sur ma table de chevet. En cours en distanciel cette année c'est assez différent, je n'ai pas pour le moment en tout cas 2 livres à lire pour les cours. Donc j'ai quand même 3 lectures en même temps. J'ai toujours une lecture pro entre guillemets, service presse bêta lecture, où cette année je fais partie de 2 jurys de lecture, donc forcément vous pouvez également être sur une lecture de jury. J'avais une lecture personnelle et cette année je me suis posée d'avoir un challenge de lecture chaque mois pour pouvoir sortir des livres de ma pile à lire que j'aurais pas forcément sorti si je n'écoutais que moi. Et parce que j'avais envie un peu de diversifier mes lectures. Donc voilà un petit peu comment je fonctionne cette année, comment je fonctionnais au début. C'est pour le moment pas près de changer, je vais être honnête avec vous parce que j'aime bien ce rythme, j'apprécie et c'est vraiment agréable de pouvoir switcher entre plusieurs lectures. J'avoue que ce mois de septembre me fait découvrir le plaisir d'avoir un recueil de nouvelles en même temps que 2 romans et je pense continuer tant que j'ai des recueils de nouvelles dans ma pile à lire à faire un recueil de nouvelles et 2 romans en même temps parce que j'aime bien cet aspect de pouvoir se reposer avec une histoire courte tous les jours. Le retour de Gérard. Gérard, je vais le poser ici parce que j'ai envie que vous le voyez pendant les vidéos, je le trouve trop rigolo. Également, cette petite rose que j'avais eue dans une box littéraire, j'aime beaucoup. Je l'ai mise ici, à côté de mes figurines, les noces funèbres qui sont absolument splendides. Je vais la laisser là parce que la rose me fait beaucoup écho au film. On a ensuite Bookbios qui m'a posé 2 questions. Elle me dit: j'adore l'horreur mais j'ai peur de me lancer. As-tu une recommandation petit livre? Alors, recommandation petit livre en horreur, vous les avez déjà vu passer récemment sur mes vidéos reco pour Halloween.
Mais du coup je les redonne ici pour que ce soit plus précis. Bon, la photo qui tue, je vais pas vous refaire le speech comme j'ai déjà fait plus tôt, mais il correspond parfaitement. Il est court, c'est un recueil de nouvelles et c'est très agréable. L'étrange cas du docteur Jekyll et Mr Hyde, alors ça, très court, un classique, pas trop horrifique, c'est vraiment sympa. C'est un docteur qui va devenir fou puisqu'il partage deux vies. La journée, il fait son travail et la nuit, il vit une vie de débauche. Le problème étant qu'il veut pouvoir vivre ça en toute impunité, donc il va créer une potion qui va lui permettre de devenir quelqu'un d'autre la nuit, sauf que ce quelqu'un d'autre va prendre le dessus sur lui. Mort de citrouille, un jeunesse tordant de rire que je vous recommande à fond, très très court également, et franchement c'est pas de l'horreur très hard, c'est vraiment assez mignon et assez rigolo pour Halloween. Si vous êtes un peu plus courageux, je vous conseille Unité 6, c'est également très court, c'est une histoire de possession dans un asile psychiatrique et là c'est vraiment quand même un peu plus violent en termes d'horreur. Toujours de BookBios, comment se lancer dans les romans de Patrick Sénécal, qu'est-ce qu'il faut éviter et qu'est-ce que je conseille. Je dois avouer que c'est une question qui pour le moment me laisse un petit peu dubitative parce que je n'en ai lu que deux. J'ai lu L'autre reflet, l'histoire d'un auteur d'horreur justement qui a du mal à écrire les scènes de meurtre, qui va s'inspirer des récits d'une des prisonnières à qui il donne des cours de français et malheureusement ça va se retourner contre lui puisqu'il va être pris dans une spirale infernale dont il ne pourra plus sortir. Et j'ai lu Le Passager, c'est l'histoire d'un homme qui prend un autostoppeur et qui va se rendre compte qu'il en sait bien plus que lui-même sur son passé très sombre. Ce sont deux livres que j'ai adorés, mais Patrick Sénécal, donc c'est un auteur qui va quand même dans le gore parfois, qui met en scène des meurtres assez trash et qui ne nous ménage pas. Il emploie des mots très crus et vraiment c'est pas pour un lectorat qui va avoir peur. Donc moi ces deux-là je les conseille fortement, je les ai adorés. Après pour commencer Patrick Sénécal, je pense qu'il faut tout simplement prendre le synopsis qui plaît le plus. Tout simplement parce que tous les Patrick Sénécal ont l'air logés à la même enseigne au niveau du trash et des meurtres, donc ça je pense que c'est inévitable avec cet auteur à savoir. Je sais que Elle.com a énormément plu et a été apprécié par beaucoup de gens qui n'avaient jamais lu l'auteur. Et si tu aimes les contes d'Alice au Pays des Merveilles, il a écrit Alicia qui est une sorte de réécriture. Donc ça peut être sympa aussi de commencer par là si tu as envie de renouer avec ce conte. Mais pour l'instant, n'en ayant lu que deux, je te conseille de prendre ce que je dis avec des pincettes et de ne pas te dire ah oui absolument elle s'y connaît etc. Je pense vraiment qu'il faudrait que j'en lise plus pour être plus objective dans ma réponse. On va les mettre ces fameuses banderoles. C'est très long. Hop, va falloir trouver où mettre ça. Sachant que ça ne me dérange pas de barrer la bibliothèque parce que tout simplement ma pile à lire est prête et à la limite j'attendrai pour ranger mes nouveaux livres dedans.
Voilà, je suis pas une pro de la déco, je pense que ça se voit. J'ai voulu faire un effet barré par là et là j'ai voulu le mettre au niveau des Stephen King. Bah parce que je trouve ça sympa. Je trouve ça sympa et puis le dernier ruban je l'ai mis là. C'est Gérard qui le tient. Je vais vous faire une confession et j'ai fait un truc. J'ai mis du scotch sur mon cadre, sur mes figurines et sur mon jeu Stephen King. Là, j'ai mis du scotch. Vous verrez ce que ça donne au moment de le retirer. On a ensuite Mister Dynamite qui me demande comment m'est venu le goût de l'horreur de manière générale, pas que littéraire. L'horreur, j'ai commencé avant même d'avoir lu mon premier livre d'horreur. J'ai commencé grâce à ma mère, tout simplement, qui aimait bien les films d'horreur, qui aime toujours bien les films d'horreur d'ailleurs, et qui en parlait quand même régulièrement avec mon père et mon frère, et moi j'étais un peu jeune et je me disais je suis curieuse, j'ai envie de regarder. Et mes parents étaient très ouverts à ça, c'est-à-dire qu'ils m'ont dit bah le jour où tu nous demandes de regarder ton premier film d'horreur, on te montrera un film d'horreur adapté à ton âge. Donc est venu le jour où j'ai demandé et les deux premiers que j'ai vus, le premier c'est Crimson Peak qui était absolument terrifiant à l'âge où je l'ai vu. C'est-à-dire que le scénario n'a rien de bien terrifiant, mais la tronche des fantômes, je peux vous dire que j'ai dormi la porte ouverte pour la première fois volontairement durant mon adolescence. Ça a été un véritable choc parce qu'ils étaient moches, ils dégoulinaient de sang, ils avaient la tronche cassée. Les screamers sont très bien faits dans ce film, donc forcément c'est un premier film qui m'a vraiment mise mal. Par contre, après ça, je n'ai plus eu peur d'un film d'horreur. J'ai été comme immunisée et donc le deuxième que j'ai vu c'est les anciens films Ça. Avec ce Pennywise là, le plus terrifiant je trouve, même si le nouveau a quand même un grand potentiel. Ces films là ne m'ont pas fait peur et après j'en ai regardé plein d'autres. C'était vraiment les deux premiers marquants et c'est vrai que du coup ça, au-delà de m'avoir fait accrocher à l'horreur, ça m'a fait découvrir qu'on pouvait regarder des films d'horreur adaptés aux jeunes et que l'horreur n'était pas limitée aux gens qui n'ont pas peur en fait des choses. Bien avant d'avoir vu mes premiers films d'horreur, j'avais vu des Tim Burton, donc mon préféré Les Noces Funèbres. Et évidemment L'étrange Noël de Monsieur Jack, on avait Frankie Winnie, je crois, je sais plus comment ça s'appelle. J'ai un trou de mémoire, celui avec le chien. Et encore plein d'autres. Beetlejuice m'avait pas mal fait peur, quand même. Beetlejuice, je sais pas si on peut le considérer comme un film d'horreur, mais ça m'avait fait très très peur quand j'étais jeune. C'est vraiment le premier film qui m'a fait peur. Après il y a eu Coraline évidemment, mais Henry Selick, Coraline j'adore, franchement j'adore. Et pour Coraline ça m'a terrifiée aussi. Ça m'a terrifiée. C'est un dessin animé d'horreur hein, concrètement Coraline. Et je l'ai vu avant Crimson Peak. Donc on va dire que le premier film d'horreur, animation et acteurs confondus, c'est Coraline. Le premier film d'horreur avec des acteurs, c'est Crimson Peak. Voilà. Coraline, ça m'avait terrifiée, je ne voulais plus en entendre parler. Dès que mes parents prononçaient le nom, je me bouchais les oreilles, je criais pour ne pas l'entendre. Ça m'avait vraiment fait très très peur. Et le fait aussi qu'il passait partout à la télé à l'époque, parce que c'est vrai que ça avait été assez important comme film en termes de création, de manière de faire, de temps passé dessus et surtout la beauté de l'adaptation. C'est vrai qu'on l'entendait partout à la télé, ça a été une période terrible pour moi. Et quand je l'ai revu plus vieille, j'ai tellement aimé, j'adore ce film. Et en avoir eu peur quand j'étais jeune ne m'a pas empêché aujourd'hui d'adorer, de prendre les figurines, etc. etc. Ça va être le moment toile d'araignée. Mais avant, je voulais vous montrer quelque chose. Ma maman m'a ramené ce matin une bougie. Elle sent trop trop bon. Elle est trop trop belle et surtout elle est géante. Donc celle-ci, elle va me faire 2 automnes, c'est top.
Voilà pour moi. Loin, peut-être que vous ne voyez pas bien la différence, mais quand je vais vous faire les plans rapprochés, c'est sympa. Par contre, les chats vont être interdits de bibliothèque pendant un moment. Non, parce que je les vois venir jouer avec les toiles d'araignée que j'ai foutues partout. Là, dans ce coin auto-édité, vous remarquez que je n'en ai pas mis des toiles d'araignée. Il y en a sur les fioles, mais pas sur les livres. Parce que je vais vous faire une vidéo où j'aurai besoin tout simplement de les bouger. Là déjà si j'ai besoin de bouger un livre ça va être la catastrophe. Et sur TikTok, une jeune demoiselle m'a posé plusieurs questions très intéressantes. La première, c'est comment ma passion du livre est arrivée. Ma passion du livre, elle est arrivée quand même assez tôt puisque j'ai des parents lecteurs et du coup forcément ils m'ont transmis cet aspect de la lecture. D'ailleurs on est tous lecteurs dans ma famille, mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, on est tous lecteurs mais de genre drastiquement quand même différents. Et du coup déjà j'avais un peu le goût de la lecture, mais le livre qui a fait que j'ai eu envie de lire autant, parce que je lis en moyenne 14 livres par mois, c'est quand même énorme, et je décide de donner du temps à la lecture, et je pourrais donner du temps à autre chose et lire moins, mais je décide de lire beaucoup parce que j'ai envie de lire beaucoup. Et évidemment je vois beaucoup ce débat de oui tu lis beaucoup, est-ce que tu profites vraiment de tes lectures, etc. On y reviendra plus tard, c'est intéressant, mais voilà c'est un choix, hein. Je ne me force pas parce qu'il y a les réseaux, je lis par plaisir. Et donc le livre qui a fait que j'ai eu envie de lire autant, que j'ai eu envie de... Parce que je ne lisais pas tous les mois avant ça, je ne lisais pas autant, je me voyais bien vivre sans livre. Aujourd'hui ce n'est plus le cas, aujourd'hui ma vie se résume aux livres et évidemment à mes proches, mais voilà je veux vivre du livre dans le professionnel et vraiment je ne me vois pas passer une journée sans lire, ça me déprime. Donc effectivement, le livre qui m'a donné le goût de la lecture, c'est Le Chuchoteur de Donato Carissi.
Je ne vais pas pouvoir vous le prendre parce que je viens de mettre plein de toiles d'araignée dessus. Mais voilà, c'est le livre qui m'a donné vraiment ce gros goût de la lecture parce que c'était incroyable, ça a été un coup de cœur. J'ai refermé le livre, je tremblais, j'avais les larmes aux yeux, j'étais vraiment dans un état second qui... J'avais l'impression d'avoir vécu avec ces personnages et ça a été très compliqué de m'en détacher. Ça a été un livre qui m'a vraiment massacré mentalement, qui a été très dur et qui a fait que je me suis dit mais la lecture a une puissance telle que j'ai envie de revivre ça, j'ai envie de replonger dans la psychologie humaine, qu'elle soit sombre ou lumineuse, j'ai envie de voir ce que les auteurs peuvent faire et si effectivement Donato Carisi n'écrit pas de l'horreur mais du thriller, eh bien c'est quand même assez horrible pour m'avoir fait me rapprocher du genre de l'horreur parce que même si j'avais lu La photo qui tue bien avant, j'étais pas fan d'horreur grâce à La photo qui tue. Ça a été le premier livre d'horreur. C'est le premier livre qui a fait que j'ai fait des pas dans l'horreur. Mais mon amour pour les livres d'horreur, parce qu'en parallèle je regardais quand même beaucoup de films et je lisais beaucoup de mangas d'horreur, mais mon amour pour le roman d'horreur, c'est vraiment Donato Carisi qui me l'a donné. Alors même qu'il n'écrit pas d'horreur, ce qui est assez particulier, mais je me suis dit je veux plus, je veux vraiment ce côté psychologique. Et où est-ce qu'on retrouve ce côté psychologique la plupart du temps? Dans l'horreur. Et c'est là que j'ai commencé à lire de l'horreur et de l'horreur et de l'horreur. Même si effectivement en parallèle je lisais énormément de mangas d'horreur bien avant ça, hein, Remember, King's Game, Doubt, tout ça je l'avais déjà lu avant. Mais le roman d'horreur qui est vraiment ce que je préfère, eh bien c'est Donato Carisi. Donc ce qui m'a lancé dans la littérature d'horreur, excepté manga, eh bien c'est Donato Carisi vraiment qui m'a donné cet amour là de la lecture générale et de la lecture d'horreur. Donc voilà, sans lui je lirai pas autant, sans lui je ne serais donc pas sur les réseaux et sans lui je ne vous offrirais donc pas de contenu, donc des bisous à lui. Elle m'a également demandé si ma profession avait un lien avec les livres. Alors à la base non, moi j'ai fait un bac, il y avait déjà les options mais ça s'apparente plus à un bac de lettres avec des options littéraires on va dire. Et je suis partie en licence de lettres / humanité / professorat des écoles. Sauf que ça ne m'a pas plu du tout, je ne suis malheureusement pas faite pour ça, je ne vibre pas en faisant ce métier. J'ai quand même eu l'occasion d'aller sur le terrain, d'aller dans une école pendant 1 an aux côtés d'une professeure qui était d'ailleurs adorable. Mais voilà, je n'ai pas vibré pour ce métier et c'est un métier tellement prenant, on voit plein de professeurs qui dépriment dans le sens vraiment de dépression, plein de professeurs qui se font bouffer par cette profession et je pense que si on n'a pas la conviction profonde de vouloir faire ça, eh bien c'est une très grosse erreur de persévérer là-dedans. Donc j'ai arrêté en seconde année pour partir en bachelor métier du livre et de l'édition. C'est une formation que je fais à distance étant donné que je n'avais pas les moyens de partir loin et qui me permet de travailler en même temps. Je cumule 2 petits boulots qui sont somme toute voilà, pas du tout ma passion mais très bien en attendant de pouvoir faire ce que je veux vraiment. Pour revenir à ma formation, donc ce bachelor métier du livre et de l'édition qui est à distance me permet de choisir mes horaires, donc de travailler, c'est assez flexible. Et me permet donc de plonger vraiment dans ce métier que je veux tant faire. Cette formation elle est très large, on va avoir le métier de libraire, les métiers de l'édition et plus encore, donc ça permet de toucher un panel très large. La formation dure 1 an et une fois qu'on l'a terminée, eh bien elle va permettre d'accéder soit au fait de devenir libraire, donc de travailler directement, soit de partir en master métier du livre et c'est moi ce qui m'intéresse. Bien évidemment cette formation elle permet également de créer sa propre boîte liée au livre, je ne sais pas moi, plateforme de livres audio, revente de livres, elle touche vraiment à tout. On fait des études de marché, on a du commerce, on a de l'histoire de l'art, de l'histoire du livre, histoire de l'édition, histoire de librairie, tout ça et forcément tout ce qui va être système juridique et contrat, etc. C'est très large, ça touche à tout et ça va vraiment me permettre de plonger dans ce domaine que j'aime tant. Donc pour répondre à ta question, non, je ne travaille pas actuellement dans le milieu du livre, mais je suis en voie pour pouvoir
vraiment rentrer dedans professionnellement. Elle me demande également le livre le plus trash de ma bibliothèque et ça c'est vraiment pas facile. La question elle est pas simple, il y en a que j'ai pas réussi à sortir mais par le mot trash j'entends au-delà de gore, et je pense que pour moi trash c'est vraiment le gore plus le côté psychologique qui est vraiment, vraiment décadent. Donc j'ai sorti 2 livres, j'ai sorti L'Ogre qui parle de porn vidéo avec des enfants, voilà vous avez compris. Ce livre est vraiment trash, hein. C'est décrit, c'est horrible, c'est vraiment... c'est un peu choquant pour moi, mais en même temps ça permet de mettre le doigt sur des choses qui sont vraies et, et dont on ne parle pas assez et qui parfois paraissent irréelles et que les gens ne prennent pas au sérieux alors qu'il faut prendre ce genre de choses au sérieux. On le voit d'ailleurs avec l'affaire P. Diddy hein, qui est très actuelle et L'Ogre met en avant ce genre de choses qu'on le croit irréel. Voilà, très intéressant mais très trash et j'ai le tome 2 que je vais lire bientôt. Je viens tout juste de le terminer il y a un jour, Le corps exquis de Poppy Z. Bright, très trash. 2 tueurs en série qui vont s'acoquiner on va dire, très trash. C'est gore, il y a de la psychologie affreuse, c'est vraiment décadent. Donc au niveau du trash ces deux là je pense que vraiment ils sont très puissants. Dernière question de cette FAQ, est-ce que je vais au Frisson Festival? Eh bien oui, je vais au Frisson Festival, en live je vous en ai fait la promotion, j'arrête pas d'en parler, effectivement je serai présente sur les 2 journées, j'ai trop hâte d'y être, ça va être incroyable. Je vais d'ailleurs vous faire une vidéo sur les livres que j'emmène et elle m'a également demandé si je pouvais faire un bookshelf tour, c'est-à-dire un tour de ma bibliothèque. Et je pensais faire justement un bookshelf tour et en même temps prendre les ouvrages que j'emporterai au FF. Ce qui me permettrait, comme beaucoup me l'ont demandé déjà de montrer ma bibliothèque. Et ensuite ça nous permettrait de faire ensemble le tour des auteurs du Frisson Festival. Et donc si vous n'êtes pas encore au courant, que vous n'avez pas été voir la liste, vous de vous informer de suite, préparez votre sac. Je peux vous dire qu'il va y en avoir des livres, ça va être une vidéo assez conséquente. Ça me fait penser en live qu'on m'avait demandé, je ne sais plus qui m'avait demandé ça, mais est-ce que j'allais faire une vidéo sur le Frisson Festival en lui-même? Eh bien c'est en cours de réflexion pour vlogger au Frisson Festival. Vous savez que je suis pas très douée pour les vlogs, vraiment j'ai énormément de mal avec ça. Pas le principe j'aime bien, j'en regarde d'ailleurs beaucoup. Le problème c'est plutôt que je ne pense pas à prendre ma caméra, j'ai tendance à profiter de mon instant et à ne pas être en mode film. Du coup il faut vraiment que je pense à filmer parce que c'est vrai que ce serait intéressant de vous montrer cette journée là. En plus j'aimerais interviewer certains auteurs que j'apprécie énormément. Donc oui, c'est dans mes projets mais voilà, faut que je m'y mette, c'est compliqué. Je vais mettre ça je pense, ou ça va faire trop. Et voilà, je l'ai mis sur le côté là. Recoucou mes petits effroyables, on se retrouve quelques jours après le tournage parce que j'ai reçu des questions entre deux et je voulais quand même y répondre. Nouvelle tête au passage que j'aime beaucoup avec du rouge dans les cheveux. On a Apouine sur TikTok qui m'a posé 3 questions. Apouine en plus qui est une amie que j'adore. Si vous cherchez des thrillers, du policier, eh bien allez voir son compte TikTok. Elle est top. Sa première question c'est quel livre t'a fait vraiment trop peur? Eh bien je pense que j'ai vraiment premier degré jamais eu vraiment peur d'un livre. Par contre je vais en citer quelques-uns qui m'ont mis mal à l'aise, c'est-à-dire que quand j'ai refermé le livre je me sentais pas très à l'aise et j'aurais pas été très sereine de me mettre dans le noir ou ce genre de choses. On est sorti 4. Le premier, je le redis, c'est La photo qui tue parce que c'est le premier livre d'horreur que j'ai lu qui m'a vraiment mis mal. Et quand on est jeune, franchement, c'est assez choquant, ça percute. De manière plus actuelle, le rituel de Adam Neuville m'a mis extrêmement mal à l'aise. Cette histoire de partir dans la forêt avec des esprits, des démons, ce petit groupe d'hommes qui part faire une randonnée tranquillement et qui n'est pas prêt de revenir. J'ai trouvé ça exceptionnel. Je sais que c'est un livre qui n'a pas fait unanimité, qui a un rythme particulier, une écriture particulière, mais alors moi ça l'a fait à 100%, c'est un coup de cœur. Et ça m'a mis super mal à l'aise parce que je me suis dit, ça se trouve il y a des gens actuellement qui sont perdus en forêt et qui vivent mais l'enfer comme ça. Dans la même veine, La petite fille qui aimait Tom Gordon de Stephen King, l'histoire d'une petite fille qui
se perd dans la forêt et qui a l'impression d'être suivi par un monstre. C'est pareil, ça a été terrible, ça m'a mis mal à l'aise. C'est de livres on va dire de forêt, où on se perd, où on a peur, etc. Ça me met trop mal à l'aise. Ça m'a bien percuté, je refermais les 2 livres et j'étais là. Je me sens pas très bien là. Donc je sais pas si on peut assimiler ça à de la peur, mais c'est vrai que ça m'a mis extrêmement mal quand même. Et je ne pouvais pas ne pas répondre par La Tour de Sélénite de Arnaud Codeville qui m'a mis extrêmement mal également. Ça c'est vraiment une lecture, on n'en ressort pas indemne, on est choqué, on referme le livre et il faut plusieurs jours pour s'en remettre. Et en ce sens, je pense que vraiment ça a été extrêmement marquant. La deuxième question qu'elle me pose, et ça alors c'est une question super compliquée, piège, c'est qu'est-ce que je choisirais de lire comme genre si je ne pouvais en lire plus qu'un seul qui n'était pas de l'horreur. Au début je me suis dit oh oui c'est compliqué, je vois pas du tout, etc. Mais au final j'ai une idée. Je ne lirais, si je ne pouvais lire qu'un seul genre en dehors de l'horreur, que du thriller. Effectivement, le thriller, c'est ce qui se rapproche le plus de l'horreur, qui a le plus d'attrait horrifique, qui peut être le plus glauque et qui a ce côté psychologie humaine que j'aime tant. Donc ouais, je pense que ce serait le thriller parce que comme ça, je m'éloigne pas trop de l'horreur. Il y a des thrillers qui sont un petit peu horrifiques. Non, je ne triche pas. Donc ouais, je pense que ce serait ça, je vois pas autrement. Et sa dernière question, qui n'est pas des plus simples non plus, est quel genre d'histoire aimerais-tu écrire? C'est super compliqué déjà de 1 parce que j'ai pas prévu de publier étant donné que j'ai l'impression de pas avoir le niveau. Mais je pense que pour répondre sincèrement, j'aimerais écrire une histoire horrifique évidemment qui serait accessible même à ceux qui ont peur de lire de l'horreur, qui ont pas envie de lire de l'horreur. J'aimerais que ça puisse démocratiser un peu le genre auprès de plus de gens et voilà. Faut savoir aussi que j'ai des amis de fac. Oh la banderole elle est tombée, il faudrait que je la recolle. J'ai des amis de fac qui m'ont toujours énormément encouragée dans ma passion de la lecture, dans les réseaux, etc. Et je vous fais des bisous Mélodie et Léa. Et en fait ce sont 2 filles qui ne lisent pas beaucoup et qui en plus ne lisent absolument pas d'horreur, elles n'aiment pas ça du tout, c'est pas du tout leur truc quoi, et qui avec moi ont fait l'effort de regarder des films d'horreur, de m'écouter parler de livres d'horreur, qui ont lu 2 de mes nouvelles d'horreur que j'ai écrites et qui ont dit que c'était pas mal et que ça méritait d'avoir plus une plus grande histoire. Et je pense que du coup j'aimerais leur rendre cet hommage là, de dire voilà j'écris un truc que même vous pouvez lire et qui reste quand même dans une veine horrifique, sans pour autant aller dans le jeunesse mais en étant assez raisonnable et je pense atteignable à tous. Ouais, c'est ce que j'aimerais écrire. C'est pas très précis, c'est très vague mais c'est ce qui me fait envie. Et voilà, comme c'est on va dire les premières personnes à avoir lu mes écrits comme ça et qui m'ont encouragée, bah, j'aimerais bien faire quelque chose qui soit accessible pour elles et qui me fasse kiffer en même temps, et je pense que ce serait top et peut-être qu'un jour ça se fera. Et voilà pour moi, normalement c'est les dernières questions. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu, elle vous aura intéressé. C'est vraiment pas facile à tourner, c'est pas ce que j'ai l'habitude de faire, j'ai l'impression que c'était assez peu dynamique. À l'heure où je vous parle, j'ai déjà fait le montage de la première partie. Et j'ai l'impression oui que vous allez peut-être vous ennuyer un peu, donc n'hésitez pas à me le dire, à dire ce qui aurait été mieux, ce qu'il faudrait que j'améliore pour que la prochaine fois que je vous propose ce genre de contenu, bah, ça vous plaise plus. Et en tout cas j'espère que ça vous aura intéressé de m'écouter répondre à ces questions, que vous aurez aimé mon décor, pas très élaboré mais que moi j'apprécie et qui malheureusement se casse la tronche. Je vous dis à la prochaine les effroyables pour d'autres effroyables lectures.